Il n'est plus du roi, le chemin du roi. La mer joue de la trompette, les galets jouent du clairon. On attend une corvette au creux de l'anseau foulant. Mais voilà que se dessine un tout autre bâtiment. Ma foi, c'est la grande Hermine que nous ramène le vent. Par le chemin du roi, le chemin du roi. C'est le vent mélancolique qui vient après tant d'années, mais les reins peu d'Atlantique et de Méditerranée. Et la vague qui l'emporte, d'où la mer s'est arrêtée, n'est pas une vague forte, c'est une forte marée. Par le chemin du roi, le chemin du roi. Les hommes ont mis leur cravate, ma mère a mis son chapeau. Le chemin du roi s'exalte, même les poteaux sont beaux. On ouvre les forteresses, on ouvre les sentiments. Les trois rivières renversent, capitaine, il était temps. Par le chemin du roi, le chemin du roi. Le Canada avait 100 ans. C'était l'année de l'exposition universelle de Montréal. De Gaulle avait longtemps hésité avant de venir. Il avait même écrit ne pas vouloir célébrer le centenaire d'un État fondé sur la défaite française d'autrefois. Le premier ministre du Québec, Daniel Johnson, était allé le convaincre à Paris. Le Québec moderne se cherchait un allié. Les fils de la Nouvelle-France avaient besoin de renforts. Johnson lui avait parlé le langage de l'histoire. Pour de Gaulle, une langue plus forte encore que le français. C'est avec une immense joie que je suis chez vous, au Québec, au milieu des Canadiens français. Pour toutes sortes de raisons qui s'appellent le passé, que nous n'oublions et n'oublierons jamais. C'était la mère de toutes les visites, d'une certaine façon. La visite du chef de l'État français, préparée par les Anglais d'une façon négative, préparée d'une façon positive par le gouvernement, précédée d'une visite de Johnson à Paris. C'était la méga visite. Et on ne pouvait pas se tromper, puis je pense pas qu'on s'est trompé. Ici Gilles Loisel à Donnacona. C'est un véritable déluge que le cortège présidentiel a fait son entrée à Donnacona. Malgré cela, le général de Gaulle, en uniforme de général, est accueilli par la foule, assez nombreuse malgré la pluie, face à l'église de Donnacona. C'est le premier arrêt du général de Gaulle le long du chemin du roi. La mer de la petite ville de Donnacona, située à l'embouchure de la rivière Jacques-Cartier, est immensément fière de recevoir aujourd'hui le plus prestigieux de tous les Français et sa dame. Et puis maintenant, je vois le présent du Canada français, c'est-à-dire un pays vivant au possible, un pays qui est en train de devenir maître de lui-même, un pays qui prend en main ses destinées. Cela est indispensable aujourd'hui. Un peuple, et vous êtes un morceau du peuple français, votre peuple, Canadien-Français, Français-Canadien, ne doit dépendre que de lui-même. De Gaulle vient de dire quelque chose qui ne se dit pas. Le Québec ne doit dépendre que de lui-même. La vérité, c'est qu'il a envie d'en dire plus et pour l'heure se retient, ce qui n'est pas son habitude. Cela aboutira, à mon avis, forcément, à l'avènement du Québec au rang d'un État souverain et maître de son existence nationale, comme le sont, de par le monde, tant et tant d'autres peuples. Ce que le président de la France vient de dire, il l'avait déjà écrit 4 ans auparavant. Une conviction intime qu'il avait désormais envie de partager. En ce jour de retrouvailles, le premier ministre du Québec, Daniel Johnson, ne lui en demande pas tant.
Il n'y a personne qui s'est dit, De Gaulle venant ici, il va faire des déclarations qui vont aider le mouvement nationaliste, qui vont aider la montée du Québec, qui vont aider le mouvement souverainiste. Personne, c'était pas dans les objectifs. Personne ne s'imaginait qu'il arriverait à vivre le Québec libre. Il y avait toutes sortes de grenouillages dans l'entourage du général de Gaulle. Il y avait des fonctionnaires français que nous connaissions comme étant très, très actifs pour appuyer la cause de la séparation du Québec du reste du Canada. On n'avait pas de raison d'anticiper une crise quelconque. Nous n'étions pas des provocateurs. Nous ne voulions pas forcément créer quelque incident que ce soit. On voulait simplement, tout uniment, permettre à De Gaulle de sentir ce que pensait réellement ce peuple, ce qu'il pensait de ses retrouvailles. Parce que c'était quand même la première fois qu'un homme de cette stature allait vers les Québécois, s'adresser à eux. Et c'était quelque chose de magique, en quelque sorte. C'était une espèce de, je dirais, de prise de mayonnaise qui ne s'était jamais faite auparavant, avec personne. Il y avait une espèce de grande folie dans l'air. On sentait ça. C'était assez fou. On trouvait ça. Il y avait une espèce d'énervement et de mouvement. On ne savait pas quoi. Mais on sentait que c'était important. Juste avant l'arrivée générale, on appelle son plateau de répétition du hurrah. Vive la France! Vive la France! Vive le Québec! Vive la gloire de Gaulle! Un, deux, trois, Je vous apporte le salut de la France, du vieux pays qui vous aime et qui ne vous oublie pas, et qui demain, et déjà aujourd'hui, est avec vous dans votre progrès, c'est-à-dire dans votre avenir. Eh bien, vous pouvez être sûr que vous serez ce que vous voulez être, c'est-à-dire maître de vous. Maître chez nous. L'électricité, c'est chez nous. L'indépendance, si elle devient nécessaire. Les Québécois en étaient là. Posséder leur énergie, contrôler leur économie, parler et lire leur langue, partout. Être les égaux des Canadiens anglais, se faire une place dans le monde. De Gaulle veut peser dans la balance. La France va signer de nouveaux accords de coopération, traiter l'ancienne colonie en partenaire. Les autres nous disaient assumez votre statut de minorité, puis vous allez trouver une place confortable dans le Canada, etc. De Gaulle disait c'est pas ça que je lis, moi, dans ce que vous me dites. Ce que vous me dites, c'est que, dans le fond de vous-même, globalement, vous vous exprimez en demandant d'accéder à la maturité. Vous voulez qu'on vous reconnaisse comme un peuple mature. Bien, non seulement on va vous reconnaître, mais on va vous accompagner dans cette démarche-là. Et là, ça a été comme... tu sais, c'est comme quand tu veux que ton père t'amène au théâtre, puis il dit non seulement je t'amène pas au théâtre, mais tu me passes les clés, puis je te passe mon char, puis tu y vas. Tu dis, tu viens de mon père qui a parlé. Mais c'était un peu ça. Eh bien, encore une fois, le général de Gaulle a réussi à tromper la vigilance de ses gardes du corps, et il est au beau milieu de la foule de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Je ne l'ai pas vu encore depuis le début de son voyage en terre française d'Amérique, être aussi près du peuple qu'il l'est ici à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Vous savez, les Québécois, c'est pas des gens compliqués, puis les grandes distances sociales, nous, on les franchit allègrement. Donc, il y avait une sorte, c'est pas le bon mot peut-être, de camaraderie, si je peux m'exprimer ainsi, de la part des Québécois par rapport à De Gaulle, qui se manifestait et qui, et j'imagine, pas coutumière chez d'autres peuples. Et par conséquent, ça les a frappés. Le manque de distance, ou si vous voulez, entre De Gaulle et les gens, je me souviens qu'il y en a des gens qui l'appelaient Charles. Alors, bien évidemment, De Gaulle n'entendait pas, il était trop loin, mais bonjour Charles. Et bon, ça prend des Québécois. Les gens chantaient la Marseillaise, comme ils n'ont jamais chanté le God Save the Queen.
On a été surpris que autant de monde connaisse la Marseillaise, probablement jamais chanté l'hymne du Canada en anglais. Alors, dans ce sens-là, il y avait cette familiarité qui venait du fond du cœur et qui débalançait toute norme de visite traditionnelle de chef d'État. Les Canadiens français, on est accueillants, on sort le gros gin, on fait un party, on l'accueille comme du monde. Ils ne vont pas avoir honte de nous autres. C'était un petit peu ça que je sentais dans la foule de part et d'autre. Nous avons mobilisé tous nos dirigeants de sociétés locales aux abords de la route. On leur a confié des mandats bien précis. Premièrement, de voir aménager les abords de la route pour que les gens puissent y avoir accès. Deuxièmement, décorer, pavoiser les maisons, décorer même les clôtures. J'ai demandé aux Terres et Forêts de me couper des sapins pour cacher les endroits les plus laids. Et j'avais fait peindre des fleurs de lys sur l'asphalte. Ça devait durer, la peinture devait être effacée au bout de 3 mois. Elle a dû rester 2 ans en place. Je sais aussi qu'il y a quelque chose comme 18 000 drapeaux qui ont été placés sur les différents bateaux qu'il y a entre Québec et Montréal. En une journée, il faut marquer le coup. 300 journalistes venus du monde entier couvrent l'événement. Tous les moyens sont bons pour faire parler du Québec, y compris trafiquer la généalogie pour émouvoir la parenté. J'avais proposé à l'époque que chaque village représente une province de France. Disons, les habitants de Louisville, salut général de Gaulle, au nom de la Bretagne ou du Poitou, etc. Toutes les provinces de France étaient représentées le long du chemin du roi. Enfin, le général, avant d'arriver à Trois-Rivières, était très ému de voir qu'il y avait des populations entières qui étaient derrière des pancartes et que vous retrouverez probablement. Les paysans du Maine vous saluent, les paysans de la Sarthe vous saluent. Moi, je n'en croyais pas mes yeux et le général probablement pas non plus. Pour les gens d'ici, c'était full. Et ce matin-là, justement, en pluie, il pleuvait. Il y avait des parapluies, beaucoup de parapluies. Mais quand le général est entré sur le terrain, sur le sanctuaire, il s'est passé, on faisait des blagues, il s'est passé un miracle. La pluie est arrêtée. Oh, la joie qu'il y avait sur le terrain. Tout le monde était joyeux. Si vous allez voir dans des photos que j'ai prises, tout le monde est souriant. Et puis, la seule chose, il a été trop vite. Je me suis adonné, sans que ça soit prévu, à être sur le passage de la voiture du général. Et moi, sans réfléchir, tout ça, j'ai levé la main, puis il m'a donné la main. Il m'a dit, comme quelqu'un disait, il dit, depuis ce temps-là, tu te laves pas la main. Il était reçu comme serait reçu un personnage qui ressuscite, qui sort de l'histoire. Surtout qu'il avait eu l'excellente idée de se mettre dans sa tenue militaire. C'est-à-dire qu'il était semblable, non pas aux images du président de la République, etc. Il était semblable à l'iconographie qu'on trouve dans les livres d'histoire de De Gaulle, le De Gaulle de 40, le De Gaulle de 45. Il était un peu plus gros, mais c'est tout. C'était lui. Et il était reçu comme une apparition. Je le vois venir et puis je m'installe en militaire, prêt à lui faire un bon salut militaire. Et puis le général, lui, il saluait tout le monde. Et rendu à moi, il s'est tourné vers la droite pour me rendre le salut. Imaginez-vous que le général de Gaulle a salué face à face Hilarion Chiasson, monsieur. Je suis très, très, très honoré de ça. Les hommes ont mis leur cravate, ma mère a mis son chapeau. Le chemin du roi s'exalte, même les poteaux sont beaux. On ouvre les forteresses, on ouvre les sentiments. Les Trois-Rivières renversent capitaine et les tétans. Par le chemin du roi, le chemin du roi. Tous
tous qui grouillent et scribouillent depuis tant des temps d'années, d'un seul bon coup se dérouillent pour se joindre à la marée. Et quand ils montent à la vigie, quand ils passent à l'abordage, ce n'est plus un équipage, mais tout un peuple qui suit par le chemin du roi. Monsieur le Président, vous êtes ici dans la capitale mondiale du papier. Je puis vous assurer que le souvenir de votre séjour parmi nous restera longtemps gravé dans notre mémoire. Non, le général de France n'ira pas à Waterloo par le chemin du roi. Ça nous a fait plaisir. On était contents. C'est juste ça. On était juste contents. Moi, c'est comme ça, en tout cas, que je l'ai senti avec mes 26-27 ans là, de jeune, pas particulièrement politisé. C'est le génie de notre temps, c'est l'esprit de notre temps. Que chaque peuple, où qu'il soit, et quel qu'il soit, doit disposer de lui-même. L'ampleur de l'événement, évidemment, la teneur du discours, c'était surprenant. Ce que De Gaulle était en train de dire, il y avait eu le livre de Daniel Johnson, Égalité ou Indépendance, et puis ça se discutait, on en débattait couramment, et de voir ce grand personnage qui faisait entrer, au fond, ce débat dans l'histoire. Il suffisait de réfléchir un petit peu, puis on sentait bien que partout on allait en parler. Nous sommes maintenant à l'époque où le Québec, le Canada français, devient maître de lui-même. Moi, pour ma part, je ne voulais pas que cette visite apparaisse comme une visite noyautée par les séparatistes. Hein? Et je pense que de ce point de vue-là, ça a assez bien réussi. Les gens ont constaté notre présence, mais personne n'a dit que ça avait été noyauté par les séparatistes. Le RIN était un mouvement très ardent, qui a joué un rôle de semeur d'idées, mais ce n'était pas un mouvement de masse. Et le RIN était parfaitement incapable de garnir 270 km. Oui, il y a quelques douzaines de militants qui se sont promenés de Québec à Montréal, qui sont arrêtés à toutes les étapes du voyage et qui ont brandi leur pancarte. Mais ce n'était pas un mot d'ordre que nous avions donné, ça. C'était naturel chez les militants de faire ce genre de choses-là assez spontanément. Nous autres, on pouvait que dans la circonstance, c'était formidable pour nous autres, les nationalistes. Alors, on ne voulait pas manquer notre coup. Hein. La présence de Gaulle, là, on ne peut pas l'avoir la semaine suivante. Hein. Alors, il fallait faire en sorte qu'elle ne soit profitable totalement et immédiatement. Les gens étaient excités, les gens étaient anxieux, les gens étaient heureux d'être là, mais je ne peux pas vous dire qu'il y avait là une ferveur politique nationaliste. En tout cas, moi, je ne l'ai pas senti comme ça. C'était la liesse et l'enthousiasme, le vieux pays qui a vu naître les grands-parents de ces Dubois, Dussault ou Baudouin qui applaudissaient aujourd'hui. Le vieux pays, la France, peut et veut aider le Canada français, ce cousin d'Amérique qui grandit. On ne peut justifier, quand on est un peuple, son existence et son droit que si on est en progrès. Or, c'est ce que vous êtes. Je le vois d'un bout à l'autre du Québec. Vous êtes en train d'accomplir un développement économique, technique, magnifique. De tout mon cœur, je vous en fais mon compliment pour vous-même. Pas un chef d'État jamais n'était venu nous dire qu'il avait confiance en nous. C'était jamais arrivé aux Canadiens français. On nous prenait toujours et on nous a toujours traités comme du bon monde dans la mesure où on écrasait. Du bon monde dans la mesure où on apprenait l'anglais. Les autres n'apprenaient pas français, nous autres on apprenait l'anglais, et ainsi de suite. Et là, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit aux jeunes, aux vieux, aux plus jeunes, aux élites, aux sœurs, à tout le monde, « Moi, j'ai confiance en vous. Il me semble que vous êtes capable de faire quelque chose parce que vous êtes en train de le démontrer. Vous êtes une société moderne. » Puis on s'est bien à se regarder en disant, ça fait tout, hein? C'est vrai. Vive Trois-Rivières, vive le Québec, vive le Canada français, vive la Nouvelle-France et vive la France! J'ai décidé de le suivre jusqu'à Louisville avec mon épouse et 2 amis. Et au fur et à mesure, on l'a senti de Trois-Rivières à Louisville, nous autres en tout cas, au fur et à mesure qu'il avançait, son discours prenait de l'ampleur, ses déclarations, ses définitions se précisaient. Et on sentait qu'il allait vers quelque chose.
Là où j'ai été davantage surpris, c'est que sur la route entre Trois-Rivières et Louisville, il me semble qu'il y avait encore plus de gens sur chaque côté de la route qu'il y en avait précédemment. C'est-à-dire qu'on agitait les drapeaux, il y avait des rassemblements de personnes quand on passait dans certains petits villages où il y avait plusieurs maisons ensemble. Et là, on pouvait, à certains endroits, entendre des gens chanter. Je ne pensais pas qu'en plein mois de juillet, il y aura autant de monde réunis dans les diverses paroisses et le long de la route. Ça, de toute ma vie, moi, je n'ai jamais vu dans une seule journée autant de monde. Et on pourrait dire, nous qui sommes partis avec le général ce matin de Québec, qu'il y a eu une sorte de crescendo dans l'enthousiasme de la foule. Ces foules-là étaient enthousiastes, c'était des gens contents. C'était radiodiffusé à l'époque. Et j'ai l'impression que les gens écoutaient ça à la radio et tapaient comme un orage. Plus ça s'approchait de chez eux, plus ça grossissait. Il y avait de plus en plus de monde qui sortait à cause de l'effet radiophonique. Ici Gérald Lachance à Montréal. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans la métropole aujourd'hui? C'est un peu ce qu'on se demande. Alors, c'est le grand pavois et dans beaucoup d'endroits, dans le métro, dans les restaurants, un seul sujet de conversation, la visite du général de Gaulle. Je pense que la majorité des gens étaient comme moi, venaient voir le général de Gaulle sans nécessairement tout relier ça à la politique, même si on savait les discours qu'il avait fait la veille à Québec et que la radio nous rapportait à chaque période du chemin du roi, il y avait quelque chose qui se disait, il y avait quelque chose qui montait. J'avais pas prévu venir devant l'hôtel de ville pour l'accueillir le 24, vu que c'était mon horaire de travail aussi qui m'en empêchait. Mais dans l'après-midi, j'ai un de mes amis qui m'a téléphoné sur mon lieu de travail pour me dire « As-tu entendu ce qu'il a dit? » Parce qu'il y avait vraiment une graduation dans son discours. Le droit à l'autodétermination du peuple québécois a été reconnu quelque part entre Trois-Rivières et Yamachiche. Et donc, on se disait vraiment « Il y a une bombe qui va sortir à Montréal ce soir. » Et je me suis retrouvé devant l'hôtel de ville, je pense 2 heures avant que le général arrive. La journée prenait une tournure politique. Quelques heures avant l'arrivée du cortège, à l'intérieur de l'hôtel de ville, un homme inquiet supervise les derniers préparatifs. Cet homme, c'est le maire de Montréal, Jean Drapeau. On a dit, le maire Jean Drapeau a tout fait pour empêcher le général de Gaulle de parler du haut du balcon de l'hôtel de ville. Quelle est votre version à vous des faits? C'est beaucoup plus simple que ça. Tout le programme de la visite du général de Gaulle était préparé avec l'assentiment des gens de l'Élysée. Et il a été convenu à ce moment-là que le général devait monter au balcon saluer. Mais il n'y a pas eu de démarche pour empêcher le général de parler. C'était prévu qu'il ne parlait pas. Le maire Drapeau est un homme très fin, politiquement, très avisé. Il était inquiet, car depuis l'arrivée du général, il y avait une espèce d'effervescence et il sentait bien qu'il allait se passer quelque chose. Dans le courant de la journée, il avait visité l'hôtel de ville pour voir si tous les préparatifs étaient bien au point. Passant devant la porte qui donne sur le balcon, il a vu un câble. Il a dit « Qu'est-ce que c'est ce câble ?» « Ah, monsieur le maire, c'est un câble qui va au micro qui est sur le balcon. » « Ah, mais pas besoin de micro sur le balcon, il ne va pas sur le balcon. Je le reçois et je l'emmène dans mon bureau directement. Enlevez-le, enlevez-le. » Alors il dit au moins débranchez-le. Et dans l'idée de Drapeau, il devait le retirer purement et simplement. Puis il n'y a plus pensé. Le technicien qui était pris entre les ordres que j'avais fait donner par Radio-Canada, mettez un micro pour que De Gaulle parle, et l'ordre du maire, enlevez-le. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le micro et il l'a mis dans le coin du balcon. Il n'y a jamais eu de discussion sur ça.
Il ne parlait pas dans le balcon, mais c'est pas moi qui l'empêchais de parler. Voici Interactualité présentée par Jean-Armand Ladidi. Deuxième journée triomphale au Canada pour le général de Gaulle. C'est par la route, le chemin du roi, comme on l'appelle, que le chef de l'État se rend de Québec à Montréal. Montréal, où il arrive ce soir. Ici, il est 15h et le cortège doit maintenant poursuivre sa route vers Montréal, toujours sur le chemin du roi. Vous êtes le valeureux soldat. Vous êtes pour nous tous l'ami, le parrain, le bon moment. Et à vous, Madame de Gaulle, au nom de toutes les mères de famille, du bon comté Martin Auger, nous vous disons merci. Et à vous, général, nous disons vive la France, vive le Québec. C'était très, très émouvant pour lui de voir qu'il était accueilli au Québec comme il aurait été accueilli dans une commune en France, par le maire et par la population, avec même plus de chaleur et en témoignant justement de leur origine française. C'était pas une visite traditionnelle de chef d'État, genre président des États-Unis ou de la reine d'Angleterre. C'était la famille qui se retrouvait. Mais on est chez soi ici, après tout. Drôle de réunion de famille. D'un côté, des Québécois qui ont l'habitude de dire de leurs cousins du vieux pays « maudits Français ». De l'autre, un Français qui ne sait pas dire aux cousins qu'ils sont des Québécois. D'abord, vous êtes des Français. Votre peuple, Canadien français, Français canadien. Au fond, nous tous Français, que nous soyons du Canada ou bien de France. Du destin du peuple canadien français, ou français canadien, comme vous voudrez. Pour lui, c'était des Français du Canada. Il avait renversé l'ordre des facteurs. Ce n'était pas des Canadiens français et pas encore des Québécois. Ce n'était pas très familier pour De Gaulle, l'idée de Québécois. Pour lui, c'était le rameau français établi en Amérique du Nord. C'était les Français du Canada ou les Français du Québec. Les 60 000 Français qui étaient restés là-bas jadis sont devenus plus de 6 millions. Et ils demeurent français autant que jamais. Écoutez, on ne s'énervait pas trop avec des déclarations comme ça, parce que s'il y a quelque chose qu'on n'est pas, on n'est pas des Français d'Amérique, on est des Québécois, des Canadiens, des Nord-Américains. On a découvert deux choses. La première, c'est que l'expression « Vive le Québec libre », les Québécois l'avaient aimée. Ils étaient contents. Je pense qu'en partie parce que ça choquait les Anglais. Bon, mais vous savez, c'est comme ça. Mais donc, pas de problème sérieux, au contraire, un sentiment de fierté avec « Vive le Québec libre ». Par contre, ce qu'ils n'avaient pas aimé, c'était l'expression « Français du Canada ». Et parce qu'on n'est pas des Français du Canada. Je vois, je sens, je sais qu'à Louisville en particulier, comme dans tout le Québec, dans tout le Canada français... En prenant fait et cause pour le nationalisme québécois, Charles de Gaulle pense ce jour-là que c'est l'histoire de France qui se poursuit en Amérique. C'est une vague de volonté pour que le peuple français du Québec prenne en main ses destinées. Pour les Québécois, c'est une toute autre histoire qui s'amorce, celle du Québec moderne. On boudait encore le fait que la France nous ait abandonnés, entre guillemets, pendant plusieurs générations. Et donc, on disait, ben, on a survécu sans vous, donc on n'est pas vos rejetons, on est quelque chose en soi. Mais les Québécois, leur langue, c'est le français, leur culture est de souche française. Et quand le président du pays qui s'appelle la France vient leur dire « Je vous aime, puis je vous trouve beau, puis vous êtes fin, puis on va essayer de réparer nos absences passées », les gens ne peuvent pas faire autrement que d'être très contents de ce qui se passe. Ce que nous faisons tous ensemble, nous Français, de part et d'autre de l'Atlantique, c'est ce qu'on peut faire de mieux pour l'humanité tout entière. C'est notre mission, c'est notre vocation d'être exemplaires parmi les hommes. Vous l'êtes, nous le sommes, ensemble, la main dans la main, en avant.
C'est le vent mélancolique qui vient après tant d'années, mais les reins peu d'Atlantique et de Méditerranée. Et la vague qui l'emporte, d'où la mer s'est arrêtée, n'est pas une vague forte, c'est une forte marée. Par le chemin du roi, le chemin du roi. Les hommes ont mis leur cravate, ma mère a mis son chapeau, le chemin du roi s'exalte. La foule dans cette ville qui ne compte, qui vient que 5 000 habitants, vous estimez à 6 000, jusqu'à 7 000 à Bercy aujourd'hui. Par le chemin du roi, le chemin du roi. Tout ce qui brouille et scribouille depuis tant et tant d'années, d'un seul bond tout se dérouille pour se joindre à la marée. Et quand il monte à la vigie, quand il passe à l'abordage, ce n'est plus un équipage, ni tout un peuple qui suit le chemin du roi. La randonnée du général sur la route 2 a revêtu une véritable importance nationale. Tout un peuple s'est déplacé sur les places publiques, dans les rues, dans les parcs, pour acclamer le général. Après plus de 250 km, 7 heures de route et 6 discours, Charles de Gaulle entre dans Montréal. Des deux côtés du chemin du roi, 1 demi-million de personnes, près de 10% de la population du Québec. La récolte d'une journée. C'était probablement indescriptible. Nous avions déjà 1 heure de retard sur l'horaire. J'étais donc à côté du chauffeur. La voiture tournait, marchait au tour de roue. Et je passais mon temps à dire au chauffeur, ne vous arrêtez pas, car si nous nous arrêtons, nous ne repartons pas. On avait le sentiment qu'on allait être submergé par la population, par la liesse extraordinaire dans les quartiers est de Montréal. Il y avait cette continuation du climax qui avait commencé au début du chemin du roi. 6 heures de fatigue de ceux qui étaient dans les véhicules, l'enthousiasme, l'adrénaline qui avait monté, Johnson qui était quasiment debout sur son siège, alors que c'est pas un exubérant de nature. Tout ça culminait avec une foule qui, en fin de journée, donc, avait aussi chaud, attendait la visite, savait ce qui s'était passé. Et ça a été une chimie tout à fait explosive. On est arrivé là dans une certaine confusion avec un cohue populaire qui entourait les voitures. Alors, tout le monde s'est précipité dans les escaliers. Mais je veux dire, il n'y avait plus aucun protocole, il n'y avait plus rien qui tenait. On était dans la pagaille la plus totale. Moi, personnellement, j'ai reçu une poussée qui m'a littéralement levé le terre. Et je me suis ramassé où j'ai été mis en face du ministre des Affaires extérieures de la France, M. Maurice Couve-de-Merville, face à face avec lui. Le cordon de policier est complètement brisé. Et puis, le ministre m'a dit, bonsoir, monsieur. J'ai dit, bonsoir, monsieur le ministre. Vous avez passé une belle journée, puis il est parti aller. Regardez ce sourire. Le premier ministre Johnson est un homme heureux. Aujourd'hui, le président de la France lui a donné plus qu'il n'en souhaitait. Personne ne peut s'imaginer que tout n'a pas été dit. C'était imaginable aussi bien pour nous que pour n'importe qui. Moi, j'ai appris que le général de Gaulle avait prévu de dire le Vive le Québec libre, mais que ça n'était pas certain. Il allait juger sur place si c'était le moment historique de le faire ou pas. Il a toujours agi comme ça, de cette façon-là. Donc, probablement que lui-même ne le savait pas 1 heure avant. Et c'était probablement à la toute fin qu'il a dit « Je vais jusque-là ». Je pense que ça l'a stimulé. Je pense qu'il avait envie de vivre ça. Et je pense que ce parcours au sein du peuple a validé ce qu'il percevait dans ses conversations avec Le Sage ou avec Johnson, qui était l'élite. Et vous voulez voir, je pense que le peuple pensait de la même façon.
Après quelques mesures du Haut-Canada, la foule donc s'est mise à huer l'hymne national. Et cette fois, il devenait évident qu'il y avait dans la foule beaucoup de partisans du RIN. L'histoire de cette journée devait s'arrêter là. Ça a été une journée vraiment très dure pour lui. Il est même épuisant, mais il est si jeune. 77 ans. Le maire de Montréal, Jean Drapeau, doit diriger le général de Gaulle vers la terrasse arrière de l'hôtel de ville. Le président y prononcera le dernier discours de la journée devant des invités triés sur le volet. Une formalité. Mais auparavant, ils font un détour par le balcon pour prendre congé de la foule. Le général a dressé les bras en l'air et s'est adressé à M. Drapeau en lui disant « Quand vais-je leur parler ?» Drapeau lui a dit « C'est pas possible, il n'y a pas de micro. » Et De Gaulle, qui était à moitié aveugle déjà à ce moment-là, pointe un doigt vers le micro et dit « Et ça, monsieur le maire, c'est pas un micro ?»« Oui, mon général, c'est bien un micro, mais il est débranché. » Le représentant de Radio-Canada qui était là, voyant les yeux du général, a branché le fil au fil d'alimentation. C'est pas plus difficile ni compliqué que ça. Et voilà comment s'écrit l'histoire. C'est une immense émotion qui remplit mon cœur en voyant devant moi la ville de Montréal française. Je vais vous confier un secret que vous ne répéterez pas. Ce soir ici et tout le long de ma route, je me trouvais dans une atmosphère du même genre que celle de la libération. C'était très offensant. L'occupation de la France ne peut pas être comparée à la chicane entre les anglophones et les francophones dans ce pays. Personne ne souffre vraiment. C'était de très mauvais goût. Si cette idée de libération lui a traversé l'esprit, c'est qu'il avait senti ce que nous sentions également. Cette espèce de fierté de pouvoir s'afficher comme francophone, de pouvoir le dire publiquement dans un grand cri de soulagement parce qu'il avait été ce cri-là, disons, refoulé depuis très longtemps. Voilà ce que je suis venu vous dire ce soir, en ajoutant que j'emporte de cette réunion inouïe de Montréal un souvenir inoubliable. La France entière sait, voit, entend ce qui se passe ici. Et je puis vous dire qu'elle en vaudra mieux. Vive Montréal, vive le Québec. Vive le Québec libre. Tous les gens qui étaient là ne revenaient pas. Ça a été une ovation sans faire, on le sait. Et dans la foule, tout ce qu'on se disait, c'est « il l'a dit, il l'a dit, il l'a dit ». On n'en croyait pas, nous. Je vois à un moment donné Daniel Johnson qui s'en vient. On n'a pas eu le temps de lui demander qu'est-ce qu'il pensait de vivre le Québec libre. Il a dit ceci. Il dit « Ouais, on va avoir des problèmes », en soulignant le « est » de problème. Dans le contexte dans lequel ça a été dit et devant le type d'auditoire qui était là, c'était inévitable que ce soit interprété dans le sens d'être une déclaration pro-indépendantiste.
même moi qui n'étais pas, à ce moment-là, très souverainiste, je dirais que ça a été pour moi la naissance d'un engagement souverainiste. J'avais la caméra, puis je tremblais. Après, je me disais, mais je ne le croyais pas. Je me disais, est-ce que je rêve? Est-ce qu'il a vraiment dit ça? Autant j'étais enthousiasmé le matin d'avoir donné la main au général de Gaulle, autant le soir, j'étais déçu de ce qui a été déclaré au balcon de l'Hôtel de Ville. Moi, je me suis dit, il a beau être grand, il a beau, du haut de sa grandeur, il n'y avait pas d'affaire à venir dire aux Québécois ce qu'ils doivent faire. Moi, je ne l'avais pas su qu'il avait fait ça le soir. Et puis le lendemain matin, quand quelqu'un m'a dit ça, et puis après, j'ai dit une minute, je vais prendre une chaise, je vais m'asseoir, puis je vais en jouir assez longtemps. Ah, vraiment, c'est que j'avais joui de ça, là, que je ne l'oublierai jamais. Là, j'ai attendu, comme tout le monde, qu'ils sortent de l'Hôtel de Ville. Donc, c'est là qu'on a un plan. Tu t'aperçois que le drapeau n'était pas très, très heureux. Tu t'en aperçois. Tu le vois, d'ailleurs. Tu le sens. Je vous ai vu à la télévision à ce moment-là. Il y a beaucoup de gens. J'ai pensé à la télévision. Il y a beaucoup de gens qui regardaient le général. Moi, je vous regardais. Et je n'ai pas de TV en couleur, mais j'ai l'impression que en blanc et noir, vous étiez un peu plus blanc que d'habitude. Illusion d'optique. Oui. N'ajustez pas votre appareil. On se dépêchait d'arriver à la maison pour écouter les nouvelles en anglais. Parce que là, ce soir-là, c'était bien important de voir la réaction du Canada anglais. C'était vraiment le premier coup de pied au derrière qu'on leur donnait de manière solide. C'était donc une sorte de revanche pour lui. Il a fait un bras d'honneur aux Anglo-Saxons. C'est de bonne guerre. Vous avez bien dormi cette nuit-là? Oui, j'ai bien dormi. Dans la demi-heure qui a suivi, j'ai reçu un appel du bureau du premier ministre à Ottawa me demandant de me rendre immédiatement à Ottawa. À part des interventions militaires ouvertes ou cachées, je n'ai pas connaissance qu'il y a eu dans le siècle présent un cas, en effet, d'une ingérence aussi grossière dans les affaires internes d'un État ami. Certaines déclarations faites par le président ont tendance à encourager la faible minorité de notre population qui cherche à détruire le Canada. Et comme telles, elles sont inacceptables pour le peuple canadien et son gouvernement. Après cette déclaration du premier ministre canadien, de Gaulle décide de ne pas se rendre à Ottawa comme prévu. Plus tard, son successeur, Georges Pompidou, qualifiera son attitude envers le Québec de folie gratuite. Pour de Gaulle, la journée folle du 24 juillet 1967 devait effacer la défaite française du 13 septembre 1759. Les renforts étaient venus 2 siècles en retard, mais ils étaient venus. De Gaulle était convaincu qu'il venait de payer une dette et que la France ne serait plus seulement le passé du Québec, mais une part de son avenir.